Dans la nuit du 2 juillet, la Russie a lancé contre Kiev 74 missiles et près de 500 drones. C'était l'un des plus grands bombardements que la capitale ukrainienne ait connu depuis le début de cette guerre. 30 personnes sont mortes, 52 000 personnes ont passé la nuit cachées dans les stations de métro, écoutant la ville s'effondrer au-dessus d'elles. 4 500 étaient des enfants. Et tu sais ce que Poutine a fait le lendemain ? Il est apparu à la télévision russe et a ordonné que les attaques continuent. Mais il y a une chose qu'il ne savait pas. La réponse ukrainienne était déjà en marche avant même que son premier missile ne décolle. Au cours des 72 heures suivantes, des cibles à l'intérieur de la Russie ont commencé à brûler. L'un après l'autre, dans des endroits si éloignés que personne du côté russe n'imaginait qu'ils pouvaient être atteints. Mais le plus étrange n'était rien de tout cela. Le plus étrange est arrivé 3 jours plus tard, lorsque Poutine a fait une chose qu'aucun dirigeant ne fait lorsqu'il est en train de gagner. Et il l'a fait devant les caméras. Mais pour que tu comprennes l'ampleur de ce qu'il a fait, je dois d'abord te montrer ce que l'Ukraine faisait pendant que Kiev brûlait. Commençons par la nuit de l'attaque. La force aérienne ukrainienne a recensé ce qui est venu du ciel. 24 missiles balistiques, Iskander, 4 missiles hypersoniques, Zircon et 42 autres missiles d'autres types. Avec eux 496 drones. Certains transportaient de vrais explosifs, d'autres étaient vides et, comme sur le radar, ils semblent tous identiques. Ceux qui assurent la défense anti-aérienne n'ont que quelques secondes pour deviner lesquels sont les faux. L'Ukraine a abattu l'écrasante majorité des drones. Elle est douée pour ça. Elle est devenue douée après 4 ans de pratique. Le problème n'a jamais été les drones. Le problème, ce sont les missiles balistiques. Et si tu ne sais pas exactement ce qu'est un missile balistique, c'est simple. Regarde sa trajectoire. Un drone vole bas et lentement. Tu peux le poursuivre. Le missile de croisière vole droit, comme un petit avion. Plusieurs armes peuvent l'abattre. Le missile balistique, lui, fait autre chose. Il monte très haut, presque jusqu'à la limite de l'espace, puis il retombe presque à la verticale, sur vous, à plus de 3000 km/h. Écoute, l'Ukraine dispose exactement de 2 systèmes capables d'abattre un missile balistique. Le Patriot qui est américain et le SAMP-T qui est européen. Et les deux dépendent de missiles intercepteurs qui coûtent des millions de dollars chacun, et pour aggraver les choses, aucun d'eux n'est disponible dans les silos ukrainiens. Ils sont loin de là, dans les dépôts des Alliés. Imagine que tu es le commandant ukrainien. Tu peux passer les prochaines années à supplier qu'on te donne des intercepteurs qui n'existent pas, en quantité suffisante dans le monde entier. Ou tu peux faire autre chose. Si tu n'arrives pas à abattre la flèche en plein vol, tu t'en prends à l'archer. Et voilà ce que Poutine n'attendait pas. Alors qu'il ordonnait plus d'attaques contre Kiev, l'Ukraine était déjà en mouvement. La campagne avait été ordonnée par Zelensky des semaines auparavant. Et le bombardement de la capitale n'a même pas retardé le calendrier. L'Ukraine ne réagissait pas. Elle avait déjà commencé. La première cible était les avions. Il existe un aéroport militaire en Crimée occupé appelé Saki. C'est de là que décollent les chasseurs qui bombardent le sud de l'Ukraine. Les célèbres Su-30 et Su-24. Des bombardiers de première ligne stationnés dans des hangars renforcés. À l'aube du 1er juillet, des drones du renseignement militaire ukrainien sont entrés dans cet aéroport. Ce que vous voyez maintenant, c'est la caméra embarquée de l'un d'eux. Regarde l'image. Elle est monochromatique, presque nocturne. Le drone descend et vole à basse altitude au-dessus de la piste. Les bandes de l'asphalte défilent sous lui. Et puis la cible apparaît. Un avion militaire est stationné sur l'aire de stationnement, sans personne aux alentours. Le drone accélère. Le viseur blanc se verrouille. Regarde ce qui apparaît à l'écran en jaune. Pas de connexion.
C'est comme ça qu'on confirme un impact. Le drone cesse d'exister au même instant où l'avion russe cesse de voler. Et de cette façon, 7 hangars ont été touchés cette nuit-là. Les Ukrainiens affirment qu'au moins 7 aéronefs ont été détruits. Les images satellites confirment que les abris ont été éventrés, avec les portes arrachées. Et 2 jours plus tard, ils sont revenus. Ils ont frappé Saki à nouveau. Et aussi l'aéroport de Vardisk. 2 fois dans la même semaine. Dans les mêmes aéroports. Mais les avions n'étaient que le début. Pendant que les hangars brûlaient en Crimée, des drones ukrainiens plongeaient toute la péninsule dans le noir. 16 centrales électriques touchées en 48 heures. Panne générale dans toute la Crimée occupée. Et la même semaine, 3 dépôts de munitions. 2 ponts servant à la logistique militaire. Un pont ferroviaire sur le canal du nord de la Crimée, utilisé pour transporter des munitions vers le front. Et un autre sur la rivière Kalka, avec 3 travées effondrées. En 8 jours, les drones ukrainiens ont détruit 50 centres énergétiques en Crimée et dans le sud occupé. Et le 4 juillet, l'Ukraine est allée encore plus loin. Beaucoup plus loin. Des drones ukrainiens ont frappé le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg. Pour que vous compreniez l'ampleur de cela, Saint-Pétersbourg est la 2e plus grande ville de Russie. Et elle se trouve à 900 km du territoire contrôlé par l'Ukraine. C'est l'une des villes les mieux protégées du pays. Et c'est là que Vladimir Poutine est né. Le terminal a pris feu à plusieurs endroits en même temps. 72 drones ont été abattus au-dessus de la région cette nuit-là, ce qui signifie que beaucoup d'autres ne l'ont pas été. Un drone est tombé dans le parc et le palais de Peterov, la résidence d'été des tsars. Et 2 jours plus tard, il y a eu l'attaque menée le plus loin de toute la guerre. Cette vidéo que vous regardez maintenant a été filmée par une femme, probablement depuis le jardin de sa propre maison, avec son téléphone portable à la main, en plein milieu de la Sibérie. Ce qui brûle à l'arrière-plan, derrière sa clôture et son potager, c'est la raffinerie d'Omsk. Elle traite plus de 20 millions de tonnes de pétrole par an. Et c'était la dernière grande raffinerie russe que les drones ukrainiens n'avaient pas encore atteinte. Omsk se trouve à 2500 km de l'Ukraine. Oui, vous avez bien entendu, 2500. La seule chose que cette femme arrive à dire en voyant cela, c'est un gros mot. Maintenant, additionne tout ce qui s'est passé en une semaine. 7 hangars et 7 avions à Saki. Une 2e attaque contre les mêmes aéroports. 16 centrales électriques en Crimée et toute la péninsule plongée dans le noir. Le terminal pétrolier de la ville natale de Poutine en flammes. Et la dernière raffinerie intacte de la Russie brûle en Sibérie, à 2500 km de là. Rien qu'en juin, l'Ukraine avait frappé 11 raffineries, 7 installations logistiques de carburant et 8 entreprises du complexe militaire russe. Pour vous donner une idée, selon Zelensky, les dégâts causés au cours des 12 derniers mois s'élèvent à environ 40 milliards de dollars. Et cela montre quelque chose d'important. Ce n'est pas une simple vengeance. La vengeance se fait à chaud. C'est une campagne, et elle était en cours avant que Kiev ne soit bombardée. Et l'effet de cela à l'intérieur de la Russie est quelque chose que les Russes ordinaires ne peuvent plus faire semblant de ne pas voir. Dans plus de la moitié des 83 régions du pays, il y a aujourd'hui une pénurie de carburant. Rationnement de 20 à 30 litres par véhicule. Les stations-service donnent la priorité aux fonctionnaires et aux services d'urgence. Dans une ville sibérienne appelée Chita,
la file d'attente pour faire le plein est devenue si longue que la police de la circulation a dû être appelée pour désengorger l'autoroute. Et la station-service appartenait à Rosneft. Rosneft, la compagnie pétrolière d'État russe. Le conducteur qui filme dit en russe qu'il est même impossible de passer sur la route. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Et regardez ce détail. Coincé dans cette même file, il y a des camions de marchandises chinois du commerce transfrontalier. Même la logistique entre la Chine et la Russie est paralysée en même temps. En Crimée occupée, la vente publique de carburant a même été interdite. Et comme le gouvernement russe a interdit aux gens de remplir des bidons dans les stations-service, ils ont commencé à faire ça. Ce que vous voyez, ce sont des gens en train de scier la carrosserie de leur propre voiture. Ils découpent un trou dans la porte arrière, à la main, avec le bord du métal cabossé et rouillé, pour y insérer le pistolet de la pompe à essence et détourner l'essence vers des bidons cachés à l'intérieur de la voiture. Plusieurs voitures, plusieurs stations-service et les pompistes qui aident. Ce n'est pas le cas isolé d'un type désespéré. C'est une méthode qui s'est répandue, et il y a un détail impressionnant. Peux-tu imaginer quelle part du raffinage russe est à l'arrêt aujourd'hui ? Les Ukrainiens parlent de 43%. Les analystes indépendants sont plus prudents et parlent d'environ un tiers. Prenons le plus bas chiffre. Un tiers de la capacité de raffinage de l'une des plus grandes puissances pétrolières de la planète, détruite par des drones. La Russie importe aujourd'hui de l'essence. Depuis l'Inde, par bateau. Du Kazakhstan, de la Biélorussie. Et Vladimir Poutine lui-même, dans une déclaration publique, a reconnu que les attaques provoquent une pénurie de carburant. Il a jugé la pénurie non critique. Mais je sais qu'à ce moment-là, beaucoup doivent se dire une chose. Si la Russie est dans cet état, pourquoi avance-t-elle ? En réalité, elle progresse uniquement dans une ville. Elle s'appelle Kostiantynivka. Elle se trouve à l'est de l'Ukraine et fait partie d'une ligne de villes fortifiée qui soutient toute la défense ukrainienne dans le Donbass. Souviens-toi de ce nom, car dans un instant tu comprendras le prix que la Russie paie pour elle. Avant l'invasion, 67 000 personnes y vivaient. Kostiantynivka fabriquait du verre, des fenêtres, des bouteilles, des miroirs. Aujourd'hui, il ne reste qu'environ 2500 personnes, presque toutes âgées. Et en mai de cette année, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a accordé une interview à un groupe de médias chinois. Lavrov a déclaré que la Russie n'utilise pas les moyens qu'elle pourrait utiliser et qu'ils ne veulent pas causer de dommages excessifs à des territoires où vivent essentiellement des gens de leur propre souche. De leur propre souche. 6 semaines après cette déclaration, des drones ukrainiens ont filmé ce qui se passait à Kostiantynivka. Ce que vous voyez, ce sont de lourdes bombes aériennes guidées tombant sur la ville. Une première détonation soulève une colonne de fumée noire en forme de champignon. Puis une autre suit. Et, à un certain moment, 2 colonnes s'élèvent en même temps, à des endroits différents de la ville, parce que 2 bombes sont tombées simultanément. C'est le territoire où, selon le ministre russe, vivent des gens de leur lignée. Alors oui, la Russie avance. Maintenant, laisse-moi te montrer combien coûte cette avancée. Et les chiffres que je vais te donner ne viennent pas de Kiev. Ils viennent de 2 centres de recherche américains que toute la presse occidentale utilise comme référence. En juin de cette année, les forces russes ont pris 30 km² sur toute la ligne de front. En juin de l'année dernière, elles en ont pris 481. Maintenant, fais le calcul avec moi. Aujourd'hui, l'armée russe avance 16 fois plus lentement qu'il y a un an et paie chaque kilomètre conquis au prix de 19 fois plus de morts. Et ce n'est pas tout. Cette ville que je t'ai demandé de garder en tête, Kostiantynivka, a à elle seule représenté 77% de tout ce que la Russie a conquis sur l'ensemble du front en juin.
77% des gains d'une armée entière dans une ville qui fabriquait du verre. Et à l'intérieur de Kostiantynivka, les Russes avancent en moyenne de 50 mètres par jour. 50 mètres. Un homme qui marche lentement parcourt 50 mètres en 40 secondes. Et pour conquérir ces 50 mètres par jour, la Russie a entassé dans cette ville des troupes de 6 armées différentes. Tu connais le coût d'un mois. 12 800 véhicules et réservoirs de carburant russe détruits en juin de cette année, contre 3 400 l'année dernière. Presque 4 fois plus. 60 000 drones russes détruits en juin de cette année contre 4 500 l'année précédente. 13 fois plus. Ils refusent d'admettre une chose. Les Ukrainiens ont également contre-attaqué ce mois-là, reprenant une partie du terrain perdu. Et, quand on fait le bilan, les analystes arrivent à la même conclusion. En pratique, la Russie a terminé le mois de juin avec moins de territoire qu'elle n'en avait au début. Et c'est dans ce même contexte que s'est produit l'événement le plus étrange de toute cette semaine-là. Dans la nuit du 3 juillet, Vladimir Poutine est apparu vêtu d'un uniforme militaire de camouflage. Il a été accueilli par le général Valery Gerasimov, le chef d'état-major russe. On a dit qu'il s'agissait d'un poste de commandement avancé, près de la ligne de front. Regarde bien ce que tu vois. Les murs et le plafond de ce couloir sont entièrement recouverts de filets de camouflage. Le filet de camouflage existe pour cacher des choses à ceux qui regardent depuis le ciel. Depuis un avion. Depuis un satellite. Et ça, c'est accroché dans un couloir fermé, où aucun avion ne verra jamais rien. L'éclairage est uniforme et ne produit aucune ombre dure nulle part. Le sol est lisse et régulier. Et sur la bande-son, il n'y a pas d'artillerie. Il n'y a pas de vent. Il n'y a aucun son de ce qui se passe réellement. À des centaines de kilomètres de là, la fondation Jamestown a décrit cet endroit comme un centre de commandement étrangement décoré. Et là-dedans, en uniforme, Poutine a annoncé que les forces russes avaient complètement capturé la ville de Kostiantynivka. Le gouvernement russe a qualifié cela de conquête stratégique importante. Et des photos de drapeaux hissés sur les décombres ont commencé à circuler sur les réseaux russes. Ce que vous voyez maintenant est l'une de ces images. C'est une vidéo prise par un drone russe. Il y a un grand drapeau accroché à la façade d'un immeuble brûlé, et 2 autres petits plantés au milieu des décombres. Le texte à l'écran, en russe, identifie l'endroit. Kostiantynivka, kvartir Krasnigorodok. Un quartier. Il n'y a pas de troupes sur l'image. Il n'y a pas de blindés. Il n'y a pas de position ukrainienne capturée. Il y a des décombres. Et il y a des drapeaux. Mais la vérité est tout autre. La ville n'était pas tombée. Et ce n'est pas le gouvernement ukrainien qui le dit. L'Institut pour l'étude de la guerre estime que les Russes occupent ou se sont infiltrés dans environ 37% de la ville. Et 37%, ce n'est pas une ville capturée. Loin de là. Mais la partie qui démolit vraiment ce récit, c'en est une autre. Parce que des blogueurs militaires russes ont démenti Poutine. Semyon Pegov, qui dirige une chaîne militaire russe avec 750 000 abonnés, a rapporté que les combats continuaient. Et Pavel Goubarev, collaborationniste au service des autorités russes, a qualifié l'annonce de prématurée. Il a dit que les généraux de Poutine ont probablement imaginé la prise de la ville avant qu'elle n'ait lieu, et ce n'est qu'ensuite qu'ils l'ont annoncé. L'Institut pour l'étude de la guerre est allé plus loin. Il a estimé que Poutine avait probablement mis en scène cette réunion nocturne exprès. Il a fait cela pour influencer la couverture de la presse occidentale avant la fête du 4 juillet aux États-Unis. Et il a révélé une chose de plus. Une partie de ces vidéos montrant des drapeaux russes hissés à Kostiantynivka étaient probablement falsifiées à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais il y a un détail dans cette réunion qui est encore plus révélateur que le mensonge lui-même.
Lors de cette même rencontre filmée avec Poutine en uniforme, un général russe a rapporté au président lui-même qu'il n'arrivait pas à empêcher les attaques ukrainiennes contre le secteur pétrolier. Poutine a entendu cela et a répondu que plus l'ennemi attaquera, plus la zone de sécurité que la Russie devra établir sera grande. Autrement dit, dans la même pièce, le même jour, devant les mêmes caméras, le président de la Russie a annoncé une victoire qui n'a jamais existé. Et il a entendu un général dire qu'il n'arrive pas à arrêter les drones qui sont en train de brûler les raffineries du pays. L'une de ces deux choses est passée à la télévision russe, l'autre non. Et maintenant, pour finir, il y a une dernière pièce qui bouge. Zelensky demandait une chose précise aux Américains. Et il ne demandait plus de missiles. Il demandait l'autorisation pour que l'Ukraine fabrique ses propres intercepteurs dans le pays. Et lors du sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, en Turquie, assis face à face avec lui, le président américain Donald Trump l'a accordé. Alors, l'une des choses dont nous allons parler, c'est que nous allons vous donner une licence pour fabriquer des Patriots. C'est vraiment bien, n'est-ce pas? Ainsi, vous ne pourrez pas dire que nous ne donnons pas assez. Faites-le vous-même. Nous n'avons pas encore informé l'entreprise, mais ça ira. Je suis sûr qu'ils seront enthousiastes. Vous savez, ils vont y arriver. Vous allez régler ça. La plupart des pays n'y arriveraient pas. Si je disais ça à la plupart des pays, ils ne sauraient pas de quoi je parle. Si je disais ça à la plupart des pays, ils ne sauraient pas de quoi je parle. Mais c'est un groupe très ingénieux. Il l'a annoncé là, sur le moment, sans prévenir personne à l'avance. Même pas l'entreprise qui fabrique les missiles. Pense à ce que cela signifie. L'Ukraine passe d'un pays qui supplie pour obtenir des munitions à un pays qui fabrique l'arme de défense anti-aérienne la plus avancée du monde occidental. Et la Russie, de l'autre côté, importe de l'essence. Revenons à cette femme, probablement dans son jardin en Sibérie. Ce n'est pas une soldate, et elle n'a sans doute jamais vraiment voté de sa vie. Peut-être qu'elle soutient la guerre, peut-être pas. Peut-être qu'elle a appris à simplement ne pas penser à ce sujet, comme la plupart des gens le font quand penser coûte trop cher. Et elle est là, entre la clôture et le potager, en train de filmer avec son téléphone portable une raffinerie de pétrole en train de brûler. Et la seule chose qu'elle arrive à dire, c'est un juron, parce que ça ne devrait pas arriver. Omsk se trouve à 2500 km de l'Ukraine. Et c'était la dernière grande raffinerie russe que les drones n'avaient pas encore atteinte. C'est le fond du jardin de l'Empire. Lorsque Poutine a commencé cette guerre, il a fait une promesse implicite aux Russes. Elle n'était écrite dans aucun discours, mais tout le monde a parfaitement compris. La guerre aura lieu loin d'ici, avec les enfants des autres, et vous, ici, vous ne ressentirez rien. Cette promesse a pris fin. C'est fini parce qu'aujourd'hui, il y a des files d'attente pour l'essence dans plus de la moitié des régions de la Russie. Parce qu'il y a des gens qui découpent la carrosserie de leur propre voiture pour pouvoir stocker du carburant. Et parce que le président du pays a dû enfiler un uniforme militaire et entrer dans un couloir avec un filet de camouflage suspendu à l'intérieur pour annoncer une ville qu'il n'a pas prise. C'est quelque chose qu'aucun dirigeant ne fait quand il est en train de gagner. C'est là que je veux votre avis. Après tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, pensez-vous que Poutine est dans cette guerre parce qu'il a encore l'espoir de gagner? Ou bien a-t-il peur de ce qui lui arrivera le jour où il admettra qu'il n'a pas gagné? Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.